Il est très émotif. Non, il s'est cogné la tête ce matin à Paris, puis là, il vient de se la recogner. C'est pas son jour, dites donc. C'est jamais son jour. Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. Francis Weber, Kev Adams, Jean Weber, deux superstars de la comédie et un podcasteur, mais un podcasteur heureux et chanceux surtout, contrairement à François Perrin, de vous accueillir pour parler de La Chèvre 1981, écrit et réalisé par mon padré, comme on dit au Mexique. Il n'y a pas de podcast signalé dans la région. Eh ben si vous voulez mon avis, il serait temps de les signaler. Avant tout, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez le podcast, en particulier sur la chaîne Abracadapod de YouTube, avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lénoff. Kev, très heureux de t'avoir avec nous en famille. Ravi, merci de me recevoir dans la famille, je suis ravi. Bah écoute, tu fais partie de la famille maintenant désormais. Et je voulais savoir la première fois que tu avais vu le film en fait, La Chèvre. Tu as choisi La Chèvre aujourd'hui, ça me fait très plaisir. Bah bien sûr, c'est un honneur pour moi d'en parler avec Francis et d'en parler aussi à nos auditeurs, peut-être jeunes auditeurs aussi. Je trouve que c'est un film qui... c'est très difficile pour les films de comédie de ne pas vieillir, et c'est un film qui vieillit... très très bien, c'est-à-dire que je l'ai revu moi il y a pas longtemps et c'est toujours autant de plaisir, autant de rire, donc c'est un bonheur de pouvoir discuter de ce film aujourd'hui et d'autres choses bien sûr. Et puis la première fois que j'ai vu ce film, je devais avoir peut-être 10-11 ans, j'étais assez jeune. Il faut savoir que j'ai grandi avec un père qui était absolument fanat du cinéma de Francis, donc qui regardait en boucle Le Dîner de cons, Les Fugitifs. J'ai une grenade! Attention, je la dégoupille! Et évidemment La Chèvre. Et un jour je suis tombé dessus, voilà, avec lui, et j'étais mort de rire. Et puis c'était un plaisir de partager ça aussi avec mon père, de rire avec lui. Il y a un côté qui se perd d'ailleurs malheureusement dans cette nouvelle génération. Avec il y a tellement de médias aujourd'hui dans cette nouvelle époque que je vois que mon petit frère par exemple rit de choses différentes que celle de mon frère qui est cadet, qui est un peu plus âgé, que celle de ma mère qui est encore plus âgée. Et c'est dommage, à l'époque, grâce à ce genre de film-là, on riait ensemble en famille, et donc forcément ça fait écho à des choses très, très douces, très agréables pour moi, donc ravi de parler de ce film. Quelles sont les formalités pour faire partie du club? Ah bah c'est formidable, c'est vrai qu'il y a un côté familial, on se fait une espèce de passage comme ça de tes films, et c'est une de tes plus grandes... Moi je l'ai revu aussi récemment, je trouve qu'effectivement il n'a pas pris une ride. Je vais pas recommencer ma vanne c'est pas comme moi. Ouais, contrairement à toi. Mais effectivement, Body Story, toi tu as fait surtout beaucoup de Body Story. Toi Kev, tu es plutôt solo, t'as pas un partenaire. Tu aimerais faire une Body Story avec... J'adorerais. Je trouve que ça se perd justement dans le cinéma. Il y en a de moins en moins. Les dernières grandes body story, je trouve, ça date quand même de Danny Boone, Cadmerade, Bienvenue chez les Ch'tis. Malgré tout, c'est un film qui date quand même de 2008, donc on est il y a plus de 15 ans. Hein. Et c'est dommage parce que les buddy movies au cinéma, ça a toujours été un style exceptionnel. Ouais. Évidemment, Francis en a fait plus d'un, et je trouve que ça se perd aujourd'hui. Je trouve que moi, j'adorerais refaire un buddy movie. J'en ai fait un il y a quelques années avec Franck Dubosc, dans un film qui s'appelait Fiston, un film de Pascal Bourdieu, où c'était effectivement l'histoire de ces deux mecs... parce que c'est souvent l'histoire de deux mecs un peu paumés qui vont se trouver, hein, finalement, les buddy movies. Et quand je vois tes films, toi tu as à la fois la vis comica et en même temps la séduction, donc tu serais plutôt le clown blanc ou l'Auguste? Bah, je suis plutôt le campana, moi, quand même, en général, dans les films. Je me disais, je suis plutôt celui qui mène l'histoire, celui qui observe le con, quoi. C'est ça que j'aime aussi jouer. Moi, j'adore ça, hein, attention. Tu dis ça pour mon père, attention. J'accepte le rôle tout de suite. Ouais. Non, mais après, j'adorerais... et c'est vrai que c'est un plaisir d'avoir la possibilité de jouer les deux, tu vois. J'ai eu des films aussi où c'était... plutôt moi le Perrin, et j'étais ravi de l'être et de le faire, tu vois. C'est drôle de pouvoir passer aux deux comme ça, parce que je vois pas Pierre Richard faire Campana, si tu veux. Ah non, moi non plus. Non, c'est impossible. Mais après, c'est aussi... c'est terrible ce que je veux dire, mais ça joue aussi sur les physiques, hein, des acteurs souvent. C'est-à-dire qu'il y a quand même souvent un physique de Perrin et un physique de Campana. C'est vrai, il n'y a pas de doute. M'en occupe. Quoi? J'étais instituteur dans le temps. Les jeunes, c'est mon truc. Laissez-moi faire. Papa, donc Pierre Richard, Gérard Depardieu, au début c'était Lino Ventura et Jacques Villeray qui étaient prévus. Oui, et puis Lino était très difficile, hein, je le dis dans mes mémoires d'ailleurs.
Je disais qu'il était chiant. Alors évidemment, c'est un tel idole que c'est dommage de le dire, et en même temps, on ne peut pas, quand on est scénariste, ne pas avoir souffert en face de Ventura. Ouais, tu en as parlé à l'occasion d'un spécial sur l'emmerdeur. Ouais. Mais il voulait pas travailler avec Villeray, c'est ça? Il a dit de Villeray, je veux pas, c'est un acteur lent. Il a une belle tête de vainqueur. C'est fou. C'est curieux, ouais. Alors j'ai dit, je vais essayer d'appeler Pierre Richard, il était en Tunisie. Ouais. Pierre Richard, ouais, comme ça tu vois. Alors bon, j'appelle Pierre qui dit d'accord. Et pendant ce temps, l'autre, je parle de Ventura, avec qui je devais coproduire le film, moi ayant une petite part et lui une grande part, c'est une star, tu vois, va chez Gaumont et signe le contrat en dehors de moi. Waouh. Alors, j'ai dit à Poiret, qui était le patron de Gaumont à l'époque, non, tu signes pas le contrat de Ventura et moi je vais trouver quelqu'un d'autre. Et c'est à ce moment-là que Livy, qui était mon agent, le producteur maintenant, m'a dit pourquoi pas Depardieu. Monsieur Campana est là, Monsieur le Président. Et moi, ça me faisait peur, parce que Depardieu, il n'était pas très connu pour la comédie, tu vois. C'était plutôt 7 morts sur ordonnance. C'est son premier film comique, en fait, qu'il lâche. Non, il avait fait un truc qui s'appelait La Bavure. Ah, l'inspecteur La Bavure de Zidi, oui, effectivement. Zidi, oui. Ouais. Oh, ça, j'aimerais bien avoir cette tête-là. Non, ça n'est pas possible. Mais pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi, c'est pas possible. Ah, c'est pas bien. Et ça, c'est pas possible non Non plus? plus, non. Ça mettait pas en confiance, tout ça. Et je dis ça à Livy, qui me dit, fais un dîner avec les deux. Et on se retrouve... Un dîner de con? Non, pardon. Vas-y, continue. Elle ne fait pas d'enfants. Donc, je me retrouve avec Campana et Perrin, tu vois, et je les regarde, parce qu'on était comme au tennis, c'est-à-dire j'étais au milieu, il y avait Pierre et Gérard pour la première fois face à face. Waouh. Et j'ai beaucoup raconté une chose, tu vois, qui est que quand Pierre dîne, ou déjeune d'ailleurs, il se passionne et il crache sur l'autre. C'est-à-dire que non seulement il se tâche lui-même, il était couvert de petits pois, de ketchup comme ça, mais en plus, tu avais Depardieu ahuri parce qu'il recevait comme ça des petits pois dans la figure, etc. Et je me suis dit, mais c'est le couple, parce qu'il y a eu Campana, donc, c'est-à-dire Depardieu, qui a regardé Pierre, en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce mec, comme ça, tu vois. Et j'ai eu le regard incrédule de Campana sur Perrin. Et c'était fait, quoi. Et c'était fait, oui. C'est génial. C'est Alors, je vais fantastique. dire une autre chose qui n'a pas grand-chose à voir avec La Chèvre. Je suis d'autant plus heureux de faire cette émission, ce podcast avec Kev, parce que c'est à la fois un acteur et un auteur. Ouais. Donc, comme il est dans le comique comme moi, tu vois, en général, Ouais. ça fait plaisir. On est les mêmes galériens tous les deux, tu vois. C'est pas facile d'écrire de la comédie. Tu écris seul tes scénarios? Non. Je disais non, pas du tout. Non, souvent, je m'entoure de... alors, là, précisément pour Maison de retraite, de femmes. J'aime bien écrire avec des femmes. Donc, j'ai écrit le premier avec Catherine Diamant et celui-ci avec Élodie M, qui sont des auteurs de talent. Mais c'est vrai qu'il faut quand même insuffler cette comédie. J'essaie d'avoir quelqu'un avec moi, plus pour tout ce qui est structure, aussi pour l'émotion. Parfois, je suis moins doué dans l'émotion. Okay. Et donc, c'est toujours très cool d'écrire à deux. Et donc, j'ai adoré travailler avec Catherine. Mais là, il est modeste, parce que moi, je t'ai vu travailler. Il apporte une chose qui est le perfectionnisme. Wow. Et c'est ce qui manque dans la comédie actuelle. Tu sais, les Américains disent écrire, c'est réécrire. C'est vrai. Et toi, tu réécris. Non-stop. Ah, il n'arrête pas. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu travailler sur Maison de retraite, d'ailleurs, Ouais. où il disait, attends, non, ça va peut-être pas, etc., etc., etc. Alors, les malheureuses qui travaillent avec lui, en fait, il les aime. C'est vrai qu'elles deviennent folles, franchement. Oui, il y en a Non, une- parce que c'est vrai que ça m'arrive de valider une scène, Ouais. de me dire, OK, on est bon sur cette scène-là, et puis c'est vrai que je me la relis, puis la relis, puis la re-relis, puis je l'essaie en différentes versions et tout ça, et puis finalement, je me dis, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Puis finalement, je retrouve une scène qui ressemble un petit peu à la fin du scénario, alors je me dis, puisqu'il y a deux scènes qui se ressemblent, en fait, il y en a peut-être une de trop, et donc finalement, je me dis qu'il faudrait peut-être en enlever une, et puis finalement, je me dis, Ça me rappelle quelqu'un, ce perfectionnisme que je connais bien. Non, mais c'est exactement ce que je fais. Ouais. Mais en revanche, tu vois, je sais que ton premier auteur est à Sainte-Anne, à l'asile. Merde! En revanche, ça paye. Parce que moi, quand il m'a filé le script à lire, le scénario de Maison de retraite, Ouais. alors que, on pouvait douter. Tu sais, parce qu'il avait fait des films en tant qu'acteur, etc. Je ne savais pas qu'il avait envie de faire un film. Je te poserai une question à ce sujet, d'ailleurs. Hein. Mais c'est fou d'ailleurs, parce que je te coupe, Francis, une seconde, c'est la première fois que j'écrivais pleinement une histoire, que je l'avais réfléchie, etc. C'était sur Maison de retraite. J'en ai d'autres aussi. J'avais coécrit un film il y a quelques années qui s'appelait Amis publics, un film beaucoup plus tragique, mais
sur de la comédie pure, une histoire que j'avais vraiment envie de partager avec le public. C'est la première fois que je le faisais et c'était hyper important pour moi. Il se trouve que je suis de passage à Los Angeles à ce moment-là, que je joue mon spectacle à Los Angeles et donc on se rencontre avec Francis et tout se fait un peu naturellement. Et puis moi, j'ai baigné dans le cinéma de Francis depuis tout petit et donc forcément, je lui dis ça me ferait plaisir si tu lis le scénario. Et puis lui, évidemment, il accepte avec plaisir, mais je sens que il y a un côté, je vais te dire la vérité, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, ça sert à rien. J'ai le doute en plus, parce que j'ai lu tellement de scénarios où je me disais, mais pourquoi ce mec écrit, tu vois? Y compris des scénarios de critiques. Qu'est-ce que vous voulez que je foute de toute cette saloperie? C'est drôle, c'est-à-dire qu'il y a des critiques qui m'appelaient en disant, écoutez, voilà, je viens de faire un scénario. C'est difficile de dire à un type qui va te juger pour le prochain film, c'est de la merde. Alors, ce que je voulais te dire, en fait, c'est que je suis étonné qu'un type qui a ta force et ton perfectionnisme ne réalise pas. Prochaine étape. C'est une question qu'on me pose beaucoup. J'imagine. C'est une question qu'on me pose beaucoup, particulièrement sur celui-ci, sur celui qu'on est en train de tourner en ce moment, Maison de retraite 2. Beaucoup m'ont dit, mais tu devrais le réaliser toi. Et c'est vrai que je suis un peu au four et au moulin. Et sur le plateau, d'ailleurs, je suis un peu partout. Et pareil, on travaille donc avec Claude Zidi Junior, le fils de Claude Zidi, sur ce second opus. Qui est un mec extraordinaire et qui partage avec moi. Et moi, j'aime beaucoup cette idée de partage. J'aime beaucoup cette idée de se dire, on travaille ensemble, c'est Claude qui va le signer, et tant mieux, mais pour le coup, il me laisse une liberté qui est folle, il me laisse donner des indications aux comédiens, il me laisse suggérer certains plans, et je crois que c'est la meilleure manière d'apprendre aussi à réaliser. Oui, mais attends, je vais te dire pourquoi je te disais ça, moi. J'ai écrit Le Dîner de cons, c'est une pièce qui a duré 3 ans. Je sais, tu m'as dit, bien sûr. Attends. Ensuite, j'ai écrit l'adaptation. J'ai passé 6 mois pour passer donc du théâtre au cinéma. Et si Claude Berry ne m'avait pas dit sur le jouet « fais-le toi-même », je l'aurais filé à un de ces metteurs en scène qui sont des techniciens, genre Lautner, et ça serait devenu un film de Molinaro, Le Dîner de cons. Et Ta Maison de retraite 2, là, va devenir un film de Claude Zidi Junior. Bien sûr, j'en suis conscient. C'est complètement toi. Enfin, un fils d'eux extraordinaire, contrairement à d'autres dont je tairai le nom. Tu as raison, Francis, et en même temps, je suis pas pressé, je me dis que je vais en avoir des films de moi, c'est sûr. Évidemment. Et là, puis, t'as pas non plus à paniquer. C'est ça, voilà, je me dis tranquillement. Moi, j'ai fait 18 scénarios pour 5, 6, 7 metteurs en scène. Oui, mais tu n'étais pas devant la caméra. C'est difficile aussi de se diriger et tout. C'est une autre étape. C'est ça aussi. Tout à fait vrai avec lui. Autant si tu veux un type comme Pierre Richard, que j'adore, mais qui n'est pas le type le plus agressif du monde sur le plan du travail, tu vois. Autant il se prenait un conseiller technique et puis il se laissait faire et il signait Pierre Richard. Si c'est toi qui dirigeais, ma foi, je sais comment il passerait du four au four, c'est peut-être pas le bon mot. Mais enfin, en tout cas, il serait devant et derrière la caméra avec la même vigueur, tu vois. C'est sûr. Mais je le fais un peu et ça me permet d'apprendre. Et puis je me dis que, parce que finalement, signer le film, ça revient aussi à nourrir de l'ego justifié, mais de l'ego. Et moi, mon ego est largement... tu vois, je suis la tête d'affiche du film, je suis celui qui l'a écrit, je le produis aussi. Donc je me dis, je vais me rajouter une casquette. En réalité, pour l'instant, je ne suis pas pressé de rajouter cette casquette d'apprendre. Non, mais ce que ça sera bientôt, quand tu feras le prochain et le signeras, ça sera un film de Kev Adams. C'est vrai. Et peut-être que j'ai peur de ça aussi. Le reste de l'éternité, tu vois. C'est un processus, c'est un parcours. Chacun a son parcours et il arrivera quand il arrive en temps voulu. Là où il a raison, c'est drôle de parler de toi comme si tu n'étais pas là. Là où il a raison. Là où il est complètement con, ce mec-là. Là où il a raison, c'est qu'en fait, il a pas mal de casquettes là-dessus. Ouais. Moi, quand je suis passé à la réalisation, j'étais pas devant la caméra, effectivement. Devant la caméra. Mais vous avez un point commun, c'est que vous partez d'un postulat de départ fort et vous le pressez comme un citron tous les deux. C'est ça, exactement. Et un autre point commun que vous avez, c'est, tu sais, ce que disait, je sais pas qui le disait, je croyais que c'était Coluche, mais il m'a dit que c'était non. Quand un clown a fait beaucoup rire, il joue du violon, tu sais. Non, c'est Yves Robert qui m'a dit ça. Ah, voilà, donc il y a une émotion. Il y a des moments d'émotion dans tes films qui sont très forts. Et ça, c'est très important, je trouve. Et on retrouve ça aussi dans les tiens, que ce soit le con qui tout d'un coup apprend qu'il a été invité à un dîner. Toutes les semaines, ses amis et lui font ce qu'ils appellent un dîner de cons. Ils invitent le type le plus con possible pour se payer sa tête toute la soirée. Est-ce que vous m'avez invité à un dîner de cons, monsieur Brochon? Ou même Le Jouet, qui était un film un peu doux, amer. Je sais que tu aimes beaucoup ce mot-là. C'est atroce. Même dans La Chèvre, il y a ce moment bouleversant. Ah ouais. Vous pouvez pas faire un pas sans vous casser la gueule ou provoquer une catastrophe. Voilà pourquoi on vous a choisi. Je voulais pas vous le dire, mais vous me forcez à le faire. C'est bouleversant. Il y a des moments extrêmement touchants dans La Chèvre. Quand Absolument. il lui dit moi, c'est décidé, je compte rentrer à Paris, je vais ouvrir ma propre agence, hein, parce que je pense que je suis doué pour ça. Je peux plus, moi, prendre le bus le matin pour me retrouver enfermé dans ce bureau.
Quand on a connu tout ça... C'est trop con, parce que je suis doué, vous avez raison. Et c'est ça tu vois, je trouve, moi, ça me bouleverse parce que ces mecs-là, on les connaît, ils existent dans la vie. Tu vois, ces gars qui finalement, il leur suffit d'un détail pour avoir envie de changer l'intégralité de leur vie, quoi. Tu vois, et moi, je suis touché par la vérité de ces personnages-là. Et il y a ça, j'ai effectivement mis ça dans Maison de retraite, cette vérité, tu vois, ce côté, mais je le connais, ce vieux-là, je l'ai déjà croisé. Et puis celui qui parle tout seul et qui crie, et puis celui qui fait croire à tout le monde qu'il a Alzheimer, et puis celle qui a envie de baiser avec toute la maison de retraite. On les connaît, moi je les ai vus quand j'ai été prospecté dans les maisons de retraite, poser des questions, etc. C'est des personnages que j'ai vus de mes propres yeux. Et je crois qu'avant tout, et c'est le point commun que je me trouve avec Francis, avant tout, l'écriture, c'est de l'observation. C'est trouver ces détails chez les gens qui font que... Ce travail journalistique que fait un scénariste aussi en amont. Bien sûr. Et c'est vrai qu'a priori, une maison de retraite, c'est pas ce qu'il y a de plus drôle. Et tout d'un coup, tu trouves l'humour dedans, comme toi, avec un dépressif et un suicidaire dans l'emmerdeur. On démarre sur un film qui est dramatique. C'est vrai, mais je pense qu'il oublie une qualité fondamentale pour un auteur de cinéma, qui est la structure. Bien sûr. Parce que l'observation, tu vois, on me dit qu'il y a certains scénaristes qui s'assoient dans les bistrots pour récolter des dialogues, observer les gens. Non, mais ça, c'est une étape parmi plein d'autres. Mais la plus importante, c'est la structure, bien sûr. Et j'ai donné une définition de la construction d'un film dans mes mémoires. Je vais vous la citer. Ça dure une demi-heure. C'est pas vrai. Je vais vous la citer. Je disais ça dure 37 minutes. Ça va être très vite. Construire un film, c'est essayer de tracer une route dans un paysage qui n'existe pas encore. Et c'est terrible. Parce que si tu ne la traces pas, cette route, on risque de faire ce dont tu parlais tout à l'heure, qui est, on écrit une scène, on trouve qu'elle est bien. Bien souvent, elle ne s'insère pas dans le tout. Tu te dis, merde, alors j'ai écrit ça en réécrivant 3-4 fois, et j'arrive pas à la caser dans le truc. Alors que si tu fais une structure, tu évites ces déambulations, ces tâtonnements. Tout à fait, c'est très juste. Et puis tu avances constamment dans l'histoire, ce qui donne... c'est ce qui manque aujourd'hui parfois dans les films de comédie, c'est cette espèce de suite de gags qui n'intéresse finalement personne. On le voit, il y en a plein des films qui sont sortis comme ça récemment, et la suite de gags n'est pas très intéressante. Ce qui rend les gags intéressants et ce qui fait que le film est génial à la fin, c'est justement l'histoire et la structure. C'est très vrai, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu sentes que ça avance, que ça évolue, et il faut que tu te sentes complice de cette histoire-là. Bien sûr. Tu prends ton spectateur par la main et tu le lâches pas. Exactement, exactement. Sur des détails, ça se joue sur des détails, l'avancée du film. Il y a un côté dans le rire, moi, que je compare à la tauromachie. C'est-à-dire que tu es là avec ta petite cape, le public, bon, il aimera peut-être pas que je le compare au taureau, d'autant plus qu'il se fait piquer sans arrêt, le taureau. Mais le public est là, tout à coup tu fais une passe, tu prends le mot dans son sens tauromachique. Évidemment. Tu fais une passe et tu sens que, il passe, tu vois. Et c'est un moment de plaisir inouï. Tu as réussi à obtenir ce rugissement qui a un rire dans une salle. Exactement. Et c'est bon, ça. C'est exceptionnel. Il n'y a pas mieux que ça. C'est lui qui l'a écrit. C'est mon fils. Oh ben quoi, il n'y a pas à le cacher, c'est toi. Il n'y a pas à le crier non plus. J'avais une question. Tu as mis 4 ans entre le jouet et la chèvre, parce que le jouet était un demi-succès ou un demi-échec selon comment on veut voir le verre plein ou le verre vide. Je préfère demi-succès. Continue. Mais pourquoi demi-succès? Combien a fait le jouet au cinéma? Ça fait moins. 1 400 000, c'est pas quand même un succès. Non? Ouais, mais par rapport à ce que faisait Pierre Richard ou tes chiffres à toi en tant que scénariste, ça avait un petit peu déçu à l'époque. Ouais. Alors que c'est devenu aujourd'hui un film culte. D'ailleurs, j'ai vu l'adaptation de Jamel récemment. Là. Okay. J'ai trouvé ça vachement bien. Il paraît que c'est super bien. Ouais. C'est bien, ouais. Contrairement au premier remake avec Richard Pryor et Jackie Gleason, qui sont pourtant des pointures, le remake américain de que Richard je n'ai pas Donner, vu. qui n'était pas terrible. Mais j'ai vu celui de James Hutt avec Jamel et j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai retrouvé en fait des choses très touchantes justement que j'avais adoré. Oui, puis ils ont ramené quelque chose dans la vie privée du personnage de Perrin. Moi, je peux vous dire ce qu'ils ont amené, c'est que dans le mien, quand Pierre Richard sortait pour échapper à cet hôtel particulier glacé, tu vois, avec ce grand patron, il allait où? Il allait éventuellement voir sa femme. S'en sortira, mon chéri. Tandis que Jamel avait une communauté dans son quartier, pour ne pas dire sa cité. Ce qui fait qu'il quittait la glace de l'hôtel particulier pour arriver dans la chaleur de ça, tu vois. Ouais. D'ailleurs, c'est très beau la scène où il emmène le petit dans la cité, justement. Et formidable. Ouais, c'est très bien. Mais donc, tu as mis 4 ans quand même. Tu es reparti comme scénariste avant de faire La Chèvre, finalement. Oui, en fait, c'est pas comme ça que c'est passé. C'est qu'une fois que Berry a fait les gros yeux, parce qu'il attendait 5 millions d'entrées, tu vois, ouais. C'était Claude Berry qui produisait. Il m'a dit, ouais, bon, etc. Et il a fait un truc extraordinaire, Berry. Je lui envoie La Chèvre, il le lit pas. Pourquoi ?
parce qu'il a considéré que j'étais un tocard. J'ai fait 1 400 000 entrées seulement, tu vois. C'est fou. Ce qui fait que tout à coup, il a vu le succès, 7 millions d'entrées. Il est arrivé à toute vitesse. Allô, tu ne vends rien à personne. Hein, tu ne vends rien à personne. C'était Claude, ça. J'ai fait entre-temps, je suis revenu au scénario, effectivement. Ouais. Et je crois que j'ai fait Coup de tête entre-temps. Bien sûr, ouais. C'est un scénario difficile à écrire, Coup de tête. Je ne sais pas si tu l'as vu, non? Tu l'as écrit sur un coup de tête? Bravo. J'ai écrit sur un coup de pied, c'est un film sur le foot. Ah ouais? Oui, je l'ai pas vu, non. Avec Patrick Devers, je te le recommande vivement, c'est peut-être son meilleur scénario. Je l'ai pas vu. Ouais. Je t'enverrai la petite facture aussi, parce que je le vends. Hein. Avec plaisir, c'est bien normal. Moi, François Perrin, porté en triomphe, acclamé par la foule. Ça a vraiment l'air d'une blague. Mais tu disais 8 millions d'entrées ou 7 millions d'entrées en France pour La Chèvre, 35 millions d'entrées en Union soviétique, La Chèvre. Oui, ça je sais. C'est beau. Ça, c'est fou aussi. C'est un truc que j'ai lu par rapport au film et je trouve ça dingue. C'est quand même hyper difficile à l'époque et encore aujourd'hui, peut-être plus aujourd'hui, de faire voyager la comédie. Ah, tu parles. La comédie, quelque chose qui voyage très difficilement, mais pas seulement la comédie française, même les comédies américaines ne voyagent pas du tout dans le monde. Absolument. Et La Chèvre est un des rares films qui a beaucoup voyagé dans le monde. Ouais, mais parce qu'il y a un côté un peu slapstick de Pierre Richard qui est plus que tu peux... Ça explique un truc que j'ai vu dans je ne sais plus quel film français, tu vois, où il parlait des films qui sont passés à la télévision depuis 20 ou 30 ans le plus souvent. Il y avait Spielberg en premier et moi en troisième. C'est dingue. Et devine qui était le deuxième. Giraud. Alors que Giraud, on ne peut pas considérer que c'est Kubrick. Les gendarmes, c'était... Les gendarmes. Ouais. Il avait un clown et c'était... Les enfants voulaient revoir le... Cruchot. Cruchot, ouais. Alors, mon bon Gerbert, ça va? Ça va. Ça va qui? Mon adjudant. Mon adjudant, chef. Ça compte vachement. Si c'est fou. Tu sais, Chaplin, finalement, est totalement universel parce que c'est un grand clown. Mais c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a, c'est la force aussi de ce film-là, dans La Chèvre, de l'humour de situation. Ouais. Et c'est ça que je trouve formidable. Je trouve que ça se perd un petit peu, malheureusement. Dans les comédies, aujourd'hui, les gens cherchent les bons dialogues, tu sais. Ouais, on va trouver la bonne blague qui fait rire. Le punchline. Et en fait, le punchline, c'est super pour ceux qui font de la scène, et je sais de quoi je parle. Tu vois, il faut trouver les bons punchlines quand tu es sur scène. Mais au cinéma, ce qui fait souvent rire, c'est la situation. La situation. Voilà. Bah c'est comme ça qu'il a fonctionné, toujours. Ouais. Le meilleur exemple, c'est la fin de certains Lem Show. But you don't understand, Osgood. I'm a man. Well, nobody's perfect. Évidemment. Quand il dit personne n'est parfait, c'est pas un dialogue immortel. Non, c'est vrai. Mais ça fait suite à le vieux milliardaire, à qui Jack Lemmon essaye d'expliquer qu'il ne peut pas l'épouser. Bah d'ailleurs, ça me fait penser à cette phrase de La Chèvre quand il dit vous savez, Campana, vous l'avez peut-être pas remarqué, mais dans ma vie, j'ai pas eu beaucoup de chance. Parce que je peux vous avouer quelque chose maintenant. J'ai pas toujours eu de la chance. Sans blague. Il l'a très bien vu. Et tu sais, ce qui me plaît beaucoup dans ce qu'il a raconté, Kev, à l'instant, là, c'est que, pour moi, un des moments les plus émouvants, c'est quand Pierre Richard dit à ce type qui ne peut plus le supporter, et pour cause, il lui dit... Est-ce que vous me trouvez doué pour ce métier? Et l'autre, c'est ce dont tu parlais, et l'autre hésite un peu, et la charité arrive. Oui. Il dit oui. C'est génial. Ouais. Enfin, je sais pas si c'est génial, mais c'est la situation. Moi, j'aime beaucoup parce que d'abord, ça montre une gentillesse de Campana qui ne veut pas briser le rêve de ce mec, et ça, c'est toujours touchant. Quand il écarte les pierres ou les obstacles, quand Perrin veut le frapper, tu sais. Ouais. Attention, il y a un arbre là. Une seconde. Attendez, bougez pas, il prend une pierre. Il devient son grand frère tout d'un coup. Et ce que j'aime bien aussi, c'est quand la malchance est contagieuse. Vous avez de l'eau dans votre chambre? Hein? Dans la salle de bain, vous avez de l'eau? Bah oui. Moi pas, je suis pas venu me doucher. Vous avez de l'eau dans votre chambre? Oui, c'est pareil, pourquoi? Votre lacet est défait. Hein? Votre lacet est défait. Juste avant qu'il prenne l'avion, il fait son lacet, le lacet se décroche. Ça commence, ouais. Il regarde le lacet, il se dit putain, mais c'est quoi ce bordel? J'ai cassé mon lacet. C'est pas grave. C'est un signe. Et en fait, c'est fantastique, ne serait-ce que de l'insuffler. Et puis c'est très léger d'ailleurs dans le film, puisque juste après, il y a la fameuse scène qui est une de mes scènes préférées de la guêpe. Une guêpe, ne bougez surtout pas. Puis l'autre, il gonfle, et puis c'est terminé, on passe à autre chose. Mais il y a ces quelques... D'ailleurs, je sais pas pourquoi tu as fait ce choix, Francis, mais c'est insuffler le côté « Oh mince, ça va devenir contagieux, ça y est, c'est l'autre qui va devenir malchanceux. » Comme une malédiction. Et puis finalement, hop, ça s'éteint assez vite, quoi. Je pourrais te demander comment tu as eu cette idée géniale d'amener les vieillards dans un truc d'enfant à la fin. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Oui. C'est-à-dire que les idées, on ne sait pas d'où elles viennent déjà. Il y a un moment où on sent qu'il faut que ça rebondisse, tu vois. Et tu as probablement le même sentiment. Et moi, j'ai ma femme qui m'aide à ça, tu sais. C'est-à-dire que j'ai un public.
Et je suis marié à ce public depuis 60 ans, c'est quand même formidable. C'est fou. Oui. Je vais peut-être divorcer avec ce public. C'est pas vrai. Je vais en chercher un autre. Mais en tout cas, c'est formidable parce que je la fais monter dans mon bureau, tu vois, comme ça, et je lui lis. Et c'est formidable de voir ce regard, parce qu'elle est très critique, tu vois. Elle ne m'aime plus depuis 40 ans. Mais enfin, de toute façon, c'est un personnage magnifique parce que c'est une grande aide. Elle est incapable d'inventer quelque chose, mais elle voit quand c'est pas moi. C'est fou. Et c'est peut-être ce à quoi tes copines, les 2 femmes qui ont travaillé pour toi, peuvent te remettre sur rail de temps en temps. Exactement, Comme tu tout à inventes fait. beaucoup, tu vois. Tout à fait. En plus, Francis écrit à la main, elle est la seule à pouvoir lire ton écriture quand elle le tape à la machine. Oui, il y a ça aussi. Il y a ça aussi, quand même. Oui, c'est fou d'écrire à la main. Ouais. Encore aujourd'hui, tu écris à la Tu main? sais, non, les critiques disent que c'est avec le pied que j'écris. Mais de toute façon, ce qui est embêtant, c'est que je n'ai pas appris l'ordinateur, tu vois. Ma génération à moi, parce qu'en plus... Il écrit avec une plume. Non, c'est une plume de doigt. Ça aurait été beau, n'empêche. Il y aurait eu un côté très gracieux. Une plume de pan, c'est plus difficile. Mais en tout cas, il y a un truc... un psychologue a dit, et c'est pas faux, il disait que le passage du cerveau à la main est plus naturel que le passage du cerveau au computer. C'est fou. Ouais. Et le computer a un autre défaut pour moi. Quand j'écris à la main, c'est pas propre comme un truc tapé par l'ordinateur. Par l'ordinateur, j'ai l'impression que c'est la version définitive, c'est tellement joli à regarder, tu vois. Est-ce que moi, j'écris à la main, il y a des ratures et des trucs comme ça, et je me dis, non, c'est pas encore au point. Ouais, puis tu reprends ta feuille, s'il y a des ratures, tu la jettes et tu la refais. Il y a un côté quand même OCD, obsessif, compulsif, disorder. Serial killer. Quasiment, ouais, c'est John Doe dans Seven. Ouais. Et t'as gardé des scénarios écrits à la main Bien sûr. C'est génial, ça. Bien sûr. Je te jure, les gens me les volent parce que j'écris. Si tu voyais ça, t'appelles un psychiatre immédiatement parce que c'est écrit très, très petit. En plus, il écrit toujours la même phrase comme dans Shining, tu sais, all work and no play make Jack a dull boy. Non, c'est pas vrai. Pardon. Tu m'as surpris. Mais je voulais parler un peu, moi, parce que tu disais un truc très intéressant sur le côté comme c'est perdu à la traduction, les comédies. Et toi, t'as pas eu de chance avec tes remakes en général, à part celui que tu as fait toi-même. Il y a eu un remake de La Chèvre qui s'appelle Pure Luck. Je sais pas si tu l'as vu avec. Non, je l'ai pas vu. Voilà, Danny Glover et Martin Short qui joueraient souvent Pierre Richard parce que tu le reprendrais dans Les Trois Fugitifs. Mais c'était pas complètement réussi. Presque tous les remakes qui ont été faits sont pas bons. Ouais. Et je vais te dire une chose, puis le tien va être fait, tu vois. Le problème du remake en Amérique, c'est que tu as un producteur qui montre ton film à des gens, c'est-à-dire acteurs, metteurs en scène, pour essayer de... scénaristes éventuellement. Et petit à petit, il se fatigue de ton film, le producteur. Tu peux pas regarder Maison de retraite 18 fois sans commencer à te poser des questions. Et il fait venir des scénaristes malfaiteurs, tu vois, des malfaisants, comme disait Audiard, à qui il dit « make it richer ». Enrichissez-le, ce truc. Et les autres commencent à ajouter de la chantilly sur du foie gras, tu vois. C'est pour ça que dans le Dîner de con, on montre le dîner tout d'un coup. Alors qu'il c'est très mauvais, ça. Il fallait pas le montrer. Tu vois, dans le remake du Dîner de con avec Steve Carell, qui s'appelait Dinner for Schmucks, il montre le dîner. Tu sais, ce qui caractérise les comédies françaises actuelles, c'est d'essayer de forcer le rire. Et le public se méfie, là, tu vois. Puis le public le voit venir, ils sont pas cons, ils le voient venir quand tu essaies de leur dire il faut rire maintenant. Voilà, la recherche de comics. Mais c'est marrant parce que vous avez reçu Philippe Lachaud, qui est un ami et que j'apprécie beaucoup. Et Philippe a ça aussi, cette comédie de situation. Tu vois, il joue pas les blagues, jamais. Lui, il est toujours sincère à fond dans ce qu'il fait. Et en même temps, il trouve toujours les bonnes situations. Tu vois, c'est vrai. Et il ne clown pas, en fait, il ne cherche pas. Jamais, c'est la situation qui l'emporte surtout. Et je trouve qu'en ce sens-là, Philippe est très doué. D'ailleurs, le public lui rend bien. Les films cartonnent, c'est pas pour rien, c'est parce que les gens s'y trompent pas. C'est vrai, hein, parce que c'est ce que je lui ai dit quand je l'ai reçu. Parce qu'il dit, comme toi, mes parents ont vu tes films, etc., 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 tu vois. Je lui dis, les tiens aussi, c'est des films de situation, c'est très bien. Ouais, c'est vrai. Ouais. Moi, j'ai donc revu le film avant-hier. J'ai payé. Tu as aimé ? J'ai payé 2,49 € sur YouTube, donc si tu peux me rembourser, papa, tout à l'heure, on verra. T'inquiète pas. Merci. Mais moi, j'ai été frappé par le travail de Cosma. Quand même, tu as eu de la chance, parce que c'est difficile de faire de la musique d'une comédie. Extraordinaire. Et ça a été un peu ton Henri Mancini. Peut-être tu as aussi quelqu'un qui fait de la musique pour toi que tu aimes bien, et c'est pas facile de faire de musique de comédie. Écoute, sur Maison de retraite, on a voulu faire à la musique exactement ce qu'on a fait au film. Et donc c'était très agréable. Il y a un jeune mec qui s'appelle Julien Cohen et un monsieur plutôt âgé qui s'appelle Claude Morgan qui a composé pour les plus grands.
Et ces deux messieurs, donc l'un a plus de 70 ans et l'autre a une trentaine d'années, ils ont travaillé ensemble sur le film. C'est cool. Et donc ça donne cette musique, cette teinte, alors qui est beaucoup moins marquée évidemment que la musique de La Chèvre, mais qui est la musique juste pour notre film, tu vois. C'est une belle idée quand la musique reflète le film comme ça. Ah, je trouve ça super. Moi j'ai un défaut, c'est que je comprends absolument pas la musique, c'est effrayant. Ouais. Hein, c'est fou. Moi, quand j'entends une musique, ça me plaît. Je suis pas le genre de type à aller acheter un disque, ça ne se fait plus, tu me diras, mais à écouter de la musique par moi-même. Et quand Cosma est arrivé sur mes films, il me gênait. C'est fou d'ailleurs. Il gênait mes dialogues. Mais heureusement, il est passé par-dessus, il a fait des très belles musiques. Oui, il s'est souvent approprié la culture mexicaine pour La Chèvre, mais par exemple, tu as la flûte de Pan de Zamfir sur Le Grand Blond. Ouais, ça c'est étonnant comme idée. Ouais. Tu as un film d'espionnage et il met de la musique tzigane quasiment, tu vois. Hein. Mais c'est des grandes idées, ça. Ouais, c'est génial. Ouais. Quel compositeur extraordinaire. Hein. Magnifique. Et le travail qu'il fait sur La Chèvre, tu vois, donc évidemment, il y a le thème du film, quoi, tu vois. Et les mélodies, c'est comme un scénario, tu sais, c'est un truc qui... Oui, mais les drôles, moi je connais bien Cosma et pour cause. Hein. Il dit de lui-même, avec cet accent comme ça, je sais pas, moi tu comprends, il dit « Être roumain, ce n'est pas une nationalité, c'est un métier. » Et il a raison. C'est génial. Ils sont fous, ces Roumains. Ouais. Oh, bravo. Pardon. Mais non, tu as raison. Je suis désolé. Mais j'ai beaucoup aimé les seconds rôles, c'est très important, que ce soit Michel Fortin, tu sais, qui a une scène à l'aéroport. Oh, il est à moi le chariot, là, hein? Pardon? Le chariot, je viens de le sortir pour mes baillages. Ah, oui. Est extraordinaire. Il y a souvent des personnages qui arrivent avec une seule scène dans tes films, comme Michel Aumont dans Le Jouet. Ou même... Comment s'appelle l'acteur qui joue non pas le patron, mais l'assistant du patron? C'est fascinant la malchance, monsieur le président. André Valardi, justement. Il est génial. Ouais, je voulais parler de lui, il était dans L'Emmerdeur déjà. Et il est fantastique, il est formidable. Il est mort. Ah, c'est vrai, pour de vrai? Ouais, pour de vrai. Ouais. C'est dommage, ouais. C'est dommage, il était très jeune. Ouais, et le patron est formidable aussi, c'est Michel Robin. Oui, Michel Robin est formidable parce qu'il a ce côté hésitant des gens qui ont un vrai drame, tu vois. Ouais. Il est formidable dans ce rôle-là aussi. Ouais. Ce côté, je ne sais plus quoi faire, je suis à bout. J'ai vu un radiesthésiste hier, monsieur Meyer. Un type avec un pendule. J'ai tout essayé. J'ai tout essayé, donc rien ne va me paraître fou. Et d'ailleurs, André, c'est quoi son prénom? André Valardi. André Valardi, à qui on rend hommage, bien sûr, lui répond... Vous allez tout de même me prendre pour un fou, monsieur le président. Il y a une chose que j'ai évitée, on me l'a reproché, c'est drôle, c'est qu'on dit, ils parlent très bien français, vos Mexicains. C'est vrai. Oui, mais je voulais pas mettre des gens avec un faux accent mexicain, c'est d'ailleurs plutôt bien fait, et c'est, je pense, une des raisons du succès monumental du film, c'est que les gens n'auraient pas suivi non plus s'il y avait trop d'accent, mais c'est vrai qu'il parle très très bien français. Moi, là où ça m'a choqué, je dois le reconnaître, parce qu'on va quand même trouver quelques défauts à ce film, même si c'est compliqué, c'est quand il arrive dans la boîte de nuit, tu sais vraiment, on est au fin fond de Mexico, de Guadalajara, tu te dis non mais attends, et là t'as le mec qui lui répond, où est-il? Et il fait, je ne sais pas. Elle habite avec Fernando. Qu'est-ce que vous lui voulez à monsieur Fernando? J'ai déjà donné. Moi, je lui voulais aucun mal, je vous le jure. Et tu dis, ouais, non, mais lui, il a un accent de Châteauroux. C'est vrai, mais d'un autre côté, c'est imaginé que, signor, asseyez-vous, je suis très content de vous recevoir. Mais d'ailleurs, je me posais la question, c'est doublé par des Français ou c'était des comédiens français? Oui, c'est ça, c'est redoublé par des Français. D'ailleurs, ça fait western spaghetti un peu, parce que tout le monde parle parfaitement. Oui, mais enfin, moi je sais qu'il y avait un type qui avait une voix de western qui faisait Arbal, le méchant. Ouais. Jorge Luc. Jorge Luc, ouais. D'ailleurs, il y a un truc qui est étonnant, c'est que le remake de La Chèvre, ils ont repris mes acteurs. Et le vieil Indien, qui, quand on lui montre la photo... c'est le même. La fille à l'œil rond. 20 ans après, il est encore plus vieux, si tu veux. Mais c'est le même. Et c'est vrai qu'il y a ce thème pour le méchant qui est fantastique. Tout. Je voulais que tu nous le fasses. Bravo. En fait, là où j'ai trouvé ça formidable, c'est que avant même que tu saches que c'est le méchant, au tout début du film, cette jeune fille tombe par terre sur la route. Il y a une voiture qui s'arrête et il vient la chercher. Il lui dit, mademoiselle, est-ce que tout va bien? Et donc tu te dis, bon, c'est plutôt un gentleman. Il vient aider une dame qui est par terre et immédiatement. Et on sait pas encore. Tu le fais très bien. Tu le fais tellement bien que j'ai eu peur qu'il entre là. Arbal.
Mais il y a quand même un détail, c'est qu'il a des chaussures bleues, des bottines bleues, bizarres pour un personnage. Il a les chaussures de pimp, de macro. De macro. C'est vrai, mais c'est un détail qu'il faut remarquer quand même. C'est pas évident de le remarquer. Non, mais ils sont tous bien, les acteurs mexicains. Tu as le chef de la police qui est Pedro Armandaris Jr., qui est le fils d'un grand acteur mexicain qui était... Donc, c'est pas son jour, c'est jamais son jour. Voilà, lui, son père était dans Bon baiser de Russie avec James Bond. Il faisait Karim Bey. Ouais. Donc, tu as eu des excellents acteurs. Même un mec qui a joué dans La Horde Sauvage. Ah, je savais pas. Qui est dans la boîte de nuit. Donc, ils sont tous formidables. Franchement, il y a pas un seul rôle qui est à côté. Hein. C'est ça qui fait un grand film aussi. Hein. Il y a des moments où, quand quelqu'un n'est pas bon, alors là, on transpire. Hein. Je vais te dire, il y a un truc qui est pas bon, qui est pas joué de dingue, et ça joue la comédie du film. C'est que vous avez mis certainement quelqu'un dans un costume de gorille. J'attendais qu'on en parle. Non, c'est un vrai. Il est con, ce singe. Et alors, ce qui est fantastique, et c'est là que moi j'aime aussi quand Francis pousse la... Francis est dans une comédie constamment, pour avoir vu une grande partie de ses films, c'est toujours une comédie extrêmement crédible. Il y a toujours ce côté crédible. C'est possible, on peut croiser ces mecs-là, ce con-là existe, ces patrons existent, ces gens-là, tu vois, on peut les croiser chez nous ou au bureau, et c'est ça qui me plaît. Et alors d'un coup, on part dans ce gorille qui enlève Pierre Richard, cartoon, oui, où on est complètement dans le cartoon, dans le Disney, et ce que je trouve génial, c'est qu'il pousse le cartoon encore plus loin. La liane du gorille se brise, et alors on a le gorille qui se lève, puis qui regarde Depardieu et qui lui fait une tête de « mais c'est pas possible », et Depardieu qui le regarde genre c'est ça qui est dingue. Écoute, et je trouve ça fou quand tu pars là-dedans, quoi, en fait. J'ai trop raconté l'histoire, est-ce que je peux la raconter? Non, raconte-la encore, s'il te plaît. Le type dans le gorille. Ah, le gorille, c'était un cascadeur américain, mormon. Je te jure, il est arrivé avec 2 mormones, donc ces femmes. Et c'est drôle parce qu'elles se ressemblaient absolument. Je me suis dit, pourquoi il multiplie par 2 ces femmes? Et je me suis dit, il va mourir, ce mec. Il faisait 50 degrés à l'ombre, tu vois. Et elles lui mettent d'abord un passe-montagne, comme s'il allait skier. Ouais, je vois très bien. Et ensuite, ils mettent cette peau de gorille sur lui. Et elle l'alimentait avec un liquide rose qui devait être du magnésium, ou du sodium, ou je sais pas quoi, parce qu'il était en train de tituber déjà, sans avoir Pierre Richard sur l'épaule. Il était simplement en train de mourir, tu vois. C'est dingue. Et moi, je me dis, mais ce type est foutu, qu'est-ce qu'on va devenir? Et je dis à Pierre, qui était dodu, tu vois, je lui dis, Pierre, bon, bah écoute, vas-y, monte sur ce monsieur. Et le type le prend et s'écroule. Alors Pierre se relève ahuri et les 2 bonnes femmes arrivent, l'alimentent de nouveau. On avait dit que, tu sais, dans les courses automobiles, quand les choses se précipitent pour remplir le réservoir. On est arrivé finalement à un mannequin en paille, parce qu'on a pris un type de l'équipe qui était un tout petit bonhomme mexicain, comme ça, on lui a mis une perruque blonde, on lui a mis un costume de pierre, il avait l'air de peser rien du tout. On le met sur l'épaule du mormon, paf, il s'écroule. Et finalement... C'est dingue. Oui, c'est affreux. Et finalement, on met ce petit bonhomme en paille comme ça sur lui. En mousse. Il tient... Pardon, vas-y. Et il tient debout, enfin. Alors, on lui met la liane, et moi, j'étais sous la caméra, assis sur un cube comme ça, en train de mourir aussi, tellement il faisait chaud, tu vois. Hein. Et il part, et il lâche la corde casse. Non, il lâche la corde avant le moment qu'on avait rendu plus moelleux pour qu'il ne se fasse pas mal. Oh là là. Et il s'écrase sur le dur. Et moi, j'étais sous la caméra comme ça. Il ne se relève pas. Et les 2 mormones étaient là comme ça avec leur oh my God, what happened? Et moi, je dis, il est mort. Je dis, il est mort. Qu'est-ce que je peux faire? Il est mort, c'est tout. Et puis, je me lève tellement péniblement. Heureusement, il se relève, tu vois. On avait le plan, mais il est effectivement... très bizarre. Ah ouais. Très bizarre. À propos de gens qui ont eu chaud, parce que moi j'étais stagiaire mise en scène sur le film, donc je me rappelle avoir vécu tout ça aux premières loges grâce à la beauté du népotisme. Mais il y a un truc, c'est que en parlant de gens qui ont eu chaud, c'est qu'ils sont en costume dans la jungle. Ah, erreur. Attends, mais en même temps, ça participe de l'intemporalité du film. Comme tous tes personnages sont toujours en costume dans tes films, ça voyage très bien à travers le temps. C'est vrai, parce que c'est une tenue qui vieillit pas. En fait. Exactement. C'est vrai. Hein. Ouais. Mais ils en ont bavé, tu crois? Parce qu'on part de Paris où il fait un temps normal. Et ils arrivent avec cravates et costumes. Au Mexique, il faut les garder, ces cravates et ces costumes. Ce qui fait qu'on passait plus de temps à les éponger qu'à tourner quasiment. Tellement ils transpiraient, ouais. Incroyable. Ouais. Moi, il y a un truc qui m'intéresse, c'est le voyage que tu as fait avec Pierre Richard. On en a parlé un peu avec lui, parce que
quand il est arrivé sur le jouet, il a commencé à jouer beaucoup plus sobre, beaucoup plus jouer la situation plus que de faire le clown. J'ai fait ce que fait Kev avec ses acteurs. Exactement. Ouais. Et sur la chèvre... Tu leur dis, c'est pas la peine d'essayer vos effets. Suivez le texte, en gros. Il bégayait avant. Pierre, c'est ton truc, c'était de bégayer, de bouger beaucoup, etc. Et tout d'un coup, il est beaucoup plus, même dans la chèvre, jusqu'au fugitif où il pleure. Mais il a ce voyage avec toi où si tu veux, il a appris à jouer. Tu le domptes. Il a appris à jouer sérieusement la comédie. Ouais. Parce que c'est vrai que avant, il jouait comme ça. Tu sais. Alors là, je voudrais vous dire une chose quand même. Vous exagérez. Je lui dis, mais non, pourquoi ça? Dis la réplique. Ça a été dur pour lui, tu vois. J'imagine. Et il courait comique. Il fallait mettre de côté ses effets, quoi. Ah ouais. Et comme il est intelligent et que c'est un très bon acteur, tu vois, il y est parvenu. Dans la chèvre, c'est ce qui rend le personnage formidable. Ah ouais. C'est qu'il, lui, il s'en rend pas compte, quoi. Ça me rappelle le pavillon de mes parents à Saint-Cloud. Il y a une tornade à Saint-Cloud? Non, j'avais acheté une bouteille de butane et... Il ne se rend pas compte de ce dont tout le monde se rend compte. C'est ça que je trouve fantastique dans le film. On dirait qu'on suit une sorte de cataclysme. Mais tu sais, j'ai découvert une chose d'ailleurs, c'est que on s'imagine que les comiques sont absolument inoxydables parce que on peut leur faire ce qu'on veut, tu vois. Alors c'est faux. Là, quand il y a les sables mouvants où ils s'enfoncent, tu vois. Qu'est-ce qui vous arrive encore? Je ne sais pas, je m'enfonce. Pourquoi? Bon, c'était très technique. On avait un tonneau avec un vérin qui descendait. À la surface de l'eau dans le tonneau, il y avait du liège en poudre, ce qui fait que ça se confondait avec le paysage de sable, tu vois. Mais ça marchait pas au départ. C'est-à-dire qu'il s'enfonçait et il y avait la toute petite tête de Pierre Richard qui était au niveau du sol, comme ça, avec un soleil de plomb. Et je disais aux techniciens, mais enfin, écoutez, traduit en espagnol, je parle pas du tout espagnol, écoutez, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourquoi il descend comme ça, à soubresaut, comme ça? Écoutez, non, il faut qu'il descende doucement, etc. Et on entend, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'était Pierre qui était en train de cuire, écoute. Accrochez-vous! Et tout à coup, je me suis retourné, je lui ai dit, quoi encore? Ce qui est dégueulasse. C'est génial. C'est dur d'être un comique. Ah, mais c'est très dur. Ouais. Et pourquoi le Mexique? Parce qu'on voit que dans le Magnifique, tu pars déjà au Mexique. Ensuite, il y a des mariachis dans le jouet. Tu as un attachement particulier au Mexique? C'est-à-dire que moi, quand je suis allé la première fois au Mexique, j'ai été fasciné parce que tu passes sur une route, il y a un flic et il a une tête d'Indien, tu vois. Et je me disais, parce qu'ils sont tous matinés d'Espagnols et de Mayas ou d'Aztèques, tu vois. Et ça fait un drôle de choc. Et tous ces gens-là me paraissaient plus couleur locale que possible, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, c'est ici qu'il faut tourner. Et d'autre part, je trouve que la musique mexicaine, qui est une musique au départ quasiment d'esclaves, c'est-à-dire qu'on leur interdisait aux Indiens de jouer de la musique, et ils prenaient n'importe quel instrument qu'ils mélangeaient, ils mettaient de la trompette, ils mettaient tata, et ça donne ces musiques étonnantes, tu sais. Qui vont de la joie à la tristesse de façon sublime. Ouais. Tout. Bravo, tu le fais bien, ouais. Merci. Il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est quand les gens se mettent des gifles dans les films, et en particulier des vraies gifles. Donc il y a d'abord Depardieu qui s'en prend une quand il enlève la fumée de cigarette dans l'aéroport. La pègre, quoi. Oh, pardon. Oh, pardon. Et ensuite, Pierre Richard qui s'en prend une de la fille, là. Ah, ça a été terrible, ça. Ça, c'était génial. Moi, c'est une de mes scènes préférées. Moi aussi. Pas quand elle lui met la gifle. Alors évidemment, quand elle lui met la gifle, le retour qui joue premier degré, Depardieu qui dit que tout le monde c'est une pute avec vous. Non, voilà, c'est comme ça. Ça, je trouve ça fantastique, mais surtout, ce que je trouve fantastique, c'est après Depardieu qui se met à se bagarrer avec l'intégralité des employés de l'hôtel, et l'autre qui va lui parler, Pierre Richard qui va parler à la gonzesse, elle lui répond absolument pas, puis lui, il fait tout son petit numéro, voilà, on s'appelle, et puis moi, je suis là, de toute façon, là, l'appartement 303, et puis c'est ça que j'aime, c'est que deux mecs qui se foutent sur la gueule deviennent d'un coup amis, tu sais, en regardant ce gars, ils disent, qu'est-ce qu'il fout, quoi, tu vois, cette scène est fantastique. Très bon exemple de comédie de situation. Il n'y a pas de blague réellement dans cette qui est exploité jusqu'au bout. Non, je parlais du martyr des comiques, je parlais de la baffe. Parce que Pierre se retrouve en face de cette fille qui était une figurante, tu vois, et qui était devant la star du film, une des stars du film. Et moteur, action, elle avait peur de le gifler. Évidemment. Alors Pierre dit non, mas, moi, je ne sais pas comment il lui dit en espagnol, mucho. Poum. D'un coup, il se fâche carrément et il dit, dites-lui qu'elle fout une vraie baffe.
La fille lui envoie une telle baffe que si tu te mets sur pause, on voit son bracelet montre qui craque et qui se part dans l'air. Et c'est la prise que t'as gardée. Évidemment. Et tu as les épaules de Depardieu comme ça de dos. Parce qu'il se tord de rire en voyant Pierre arriver groggy, tu vois. Ah, elle lui décolle une vraie baffe, ça se voit, ça se sent. Oh la vache, sinon, oui, alors. Ouais, mais c'est fort bien. Moi, je dois attirer aussi l'attention de nos auditeurs parce qu'à la 26e minute, je suis en maillot de bain dans le fond, dans le hall de l'hôtel. Ah, je me rappelle, oui. Ouais. Je me rappelle, mais je me rappelle pas, moi, tu vois, je vais revoir le film. Le meilleur moment du film, je te le recommande. Pour ça, je vais te dire. Bonne raison de revoir ce film. À l'époque, il avait un 2 pièces, d'ailleurs. Ouais, s'en est passé des choses. Dis-moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est que ton personnage de Perrin est assez lubrique quand il dit « je reste sur le pont », tu sais, pour interroger toutes les putes. Alors qu'en général, on dit que les clowns n'ont pas de sexe, mais c'est vrai qu'on voit que c'est Harpo Marx courait derrière les filles aussi. Tu sais que Chaplin s'est sauvé en Suisse parce qu'il avait des problèmes. Oui, ça, dans la vie, mais je parle à l'écran. Mais on dit que c'est vrai, on n'a pas l'impression qu'un type comme Chaplin a un sexe, et c'est archi faux. Il jouait quand même dans certaines scènes, Chaplin, quand il y avait une jolie fille qui passait, il jouait l'effet comique, il regardait quand même. Le cheval, la fille. Alors c'est plus des amoureux transis, les comiques en général, plutôt qu'un aspect sexuel. Harpo Marx qui se jetait sur les filles, littéralement. Harpo Marx, il aurait été cancel aujourd'hui. Oui, clairement. Clairement. mais oui, moi c'est ce que j'aime dans ce personnage-là. C'est que ça lui rajoute une couche. Exactement. Quand il dit « je suis épuisé ». Là, je fais 2 aspirines et j'ai besoin d'une bonne nuit de sommeil. Je vais prendre 2 aspirines et dormir un bon coup. Puis t'as Campana qui dit « bon, moi je vais aller au bar, là, je vais aller au club, machin ». Il dit « c'est quoi le club ?» Un bar à pute. Non mais je vais rester avec vous, finalement. Je l'accompagne. Finalement, je vais rester avec vous. Ouais, non mais c'est fantastique. Aussi, tu vois, il y a beaucoup de bordel au Venezuela. Énormément. On les fera tous. Genre, ils se sacrifient tout d'un coup. Excusez-moi, mais j'ai la danse dans le sang. Il danse mal, alors que Pierre, dans la vie, danse très bien. On le voit d'ailleurs dans certains de ses films, alors que là, il part comme ça, et il danse très très mal. Ça, j'adore quand... Oui, puis surtout, il la joue sérieux, détective. Quand il dit, à mon avis, elle sait quelque chose. Elle sait qu'elle a trouvé un gros micheton. Oui. Mais c'est un couple magnifique. Pourquoi je l'ai pris 4 fois ensuite non, mais c'est un couple qui fonctionne à merveille. À merveille. Il y a un moment qui fonctionne un petit peu moins à merveille, c'est quand Depardieu dit bagagiste, qui soulève Pierre, on voit vraiment qu'il est bourré là, à l'image. Il est bourré à fond. Là, oui. Bagagiste, mettez-moi ça dans ma voiture. Ah ouais, c'est marrant, ça m'a pas marqué. Il a l'air échevelé et tout. J'ai arrêté et j'ai fait la scène le lendemain. Ah d'accord. On est passé de Mexico à Acapulco. Mexico, 2200 mètres d'altitude. Tu es très vite parti, ils font attention. On passe à Acapulco, qui est au niveau de la mer, et là, ils se torchent tous, tu vois, c'était effrayant. À un moment donné, ils sont partis, 3 membres de l'équipe, ils sont allés dans un bar, et on leur a expliqué, quand un flic vous arrête, sortez $20. Ils sont tous corrompus. Alors, ils avaient préparé leurs $20 comme ça, mais ils étaient torchés comme c'est pas possible. Ils étaient complètement ivres morts. Et l'autre conduisait comme ça, et tout à coup, arrêté par des flics. Et il y a l'un des techniciens, je ne sais pas si c'était pas le cadreur, tu vois, qui sort ses $20 comme ça. Et à ce moment-là, le flic regarde les $20 et l'autre lui vomit sur les chaussures. On était obligé d'aller les chercher au poste. C'est incroyable. Mais non, des histoires comme ça, il y en avait plein, tu vois. Gérard a marché sur un scorpion et le scorpion est mort. Ah oui, le scorpion est mort et pas Gérard. Ouais, c'est-à-dire que je pars avec lui vers sa chambre. On était dans un hôtel étrange qui était là où allaient les gens du syndicat du sucre. Et il y avait une caractéristique, c'est que les cafards étaient gros comme des lapins, littéralement. Tu vois, moi, j'ai horreur des insectes. Mais Gérard, donc, part vers sa chambre pieds nus. Il était tout le temps pieds nus. Et il a des gros pieds étranges en caoutchouc, Gérard. Et il marche, et il me dit tout à coup, merde, je suis mort. Je dis, qu'est-ce qui se passe ? Il lève son gros pied, il y a un gros scorpion qui est écrasé, tu vois, et qui l'a piqué. Alors je le ramène affolé, et là il y avait le médecin de l'équipe, et je dis, il a marché sur un scorpion. Et le médecin me dit, toujours en espagnol et on traduit, le sérum est plus dangereux quasiment que le scorpion. Si on lui fait du sérum, il va être très malade. Il faut attendre de voir s'il étouffe. Alors on était tous autour de Depardieu dans la nuit, comme ça.
Et il était là en train de picoler encore. Et on lui dit, tu étouffes, Gérard? Oh non, ça va. Non, ça va. Et il continue à picoler. C'est dingue. Et le lendemain, bon, il n'y a que le scorpion qu'on pouvait regretter. Hein. Quelle force de la nature. Incroyable. Tu peux pas savoir. Mais il est fou. Parce qu'on arrive ensuite dans sa chambre et il voit un serpent. Il dans sa court chambre. derrière. Non. Dehors, à l'extérieur, là, vers sa chambre. Il court derrière le serpent. Je dis, mais qu'est-ce que tu fous là? En plus, il y a des serpents très dangereux au Mexique qu'on appelle des corralios. Parce qu'ils ont une espèce de cercle comme ça autour qui ressemble à du corail. Et ceux-là sont mortels. Et il courait derrière un serpent, ce fou, tu vois. Alors je courais derrière lui parce que je ne voulais pas le perdre. Non, mais c'était un drôle de gouvernement. À propos de Gérard, il y a un truc qui deviendrait une espèce de signature dans tes films, c'est le coup de boule. Ah ouais, formidable. Est-ce que c'est une idée de lui, d'un cascadeur, de toi? Ah non, c'est moi. Ah ouais, ça c'est formidable. C'est moi, parce qu'on avait en plus c'était dans les compères. On avait un acteur qui devait prendre un coup de boule. C'était un acteur qui était très insupportable, tu sais, ça existe. Parce qu'il était persuadé qu'il était un grand séducteur. Je ne dirais pas son nom, mais un jour, on était installé à table, comme ça, au restaurant. Il était installé avec nous. Et tout à coup, on le demande au téléphone. Il s'en va, il revient et il dit « Elles sont déchaînées. Hein. » Alors, j'ai vu Depardieu qui s'est dit « Celui-là, je vais lui filer une leçon. » Je lève comme ça me plaît, je t'emmerde. Vous disputez pas, hein. Et on arrive devant cette vitrine où il demande un renseignement et l'autre ne veut pas le lui donner et il lui envoie un coup de boule. Et l'autre traverse la vitrine, qui était une vitrine, bien évidemment, en sucre, enfin une fausse vitrine. Et il dit au mec pour qui les femmes étaient déchinées, il lui dit « Je te préviens, je m'arrête à 1 millimètre de toi, alors si je rate mon coup, ne m'en veux pas. » Quoi, dit le type, qui était terrorisé, tu vois. Et à 1 millimètre, il a arrêté. Et l'autre, s'est écroulé dans la vitrine, véritablement, au bord de l'infarctus. Mais il était tellement doué, Gérard. C'est drôle, parce qu'à mon tout petit niveau, dans mon premier film, Le pharmacien de garde, Guillaume Depardieu envoyait un coup de boule à quelqu'un. Et il a fait le même numéro au type. Il lui a dit, tu vas voir, je vais t'en mettre plein la tête, etc. Et le type était terrorisé. Et il avait la même technique que son père. Il s'est arrêté également à 1 millimètre. Ah ouais, en tout cas, c'est bien, parce que comme lui était sous tout le temps aussi. Ouais. Mais il y a un autre truc avec Gérard, c'est que Pierre était venu avec une jeune femme, tu vois. C'est là que j'ai découvert que les clowns n'étaient pas toujours asexués, tu sais. Il était venu avec elle sur le tournage ou il l'avait rencontrée là-bas au Mexique? Non, il est venu avec elle de Paris. Elle était charmante, tu vois, mais c'était une capricieuse dans le genre... tu sais, c'est les femmes enfants. Tu connais les femmes enfants? Elles n'ont plus l'âge d'être une enfant, mais j'ai connu une fille comme ça qui me disait, on était dans le désert, qui me disait « J'ai vu un chameau blanc ». Comme ça, elle avait 30 ans, écoute. Donc, la fille était là. Et, tu sais, je peux raconter une trivia, là. Bien sûr. Il y avait une actrice qui était la Brigitte Bardot, il y a 40 ans, 50 ans, qui s'appelait Simone Simon. Elle était très belle, mais elle a vieilli. Et à 80 ans, elle était restée une femme enfant. Et Chazot sonne à la porte, elle avait fait un dîner chez elle. Et elle ouvre la porte comme ça, imagine une dame de 80 ans. Et elle dit à Chazot, « Oh Jaco, oh Jaco, oh Jaco, 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 Jaco. » Et il lui répond, va te coucher, tu as classe demain. C'est très drôle. Oui, bref, il est sous comme une bourrique. Après avoir joué la scène, son long tunnel où il dit la fille à l'œil rond, etc. Ceci, cela. Qu'est-ce qui vous arrive, Campana? La fille à l'œil rond, l'Indien avec les lunettes, la bouteille de butane dans le pavillon de Saint-Cloud, et j'ai basculé, moi, j'ai perdu la boule. Voilà où on en est. Il rentre à l'hôtel, il prend une bouteille de scotch et il la vide d'un coup, sous la chaleur. Et là, il tombe par terre, en maillot de bain, et relève un mec de 90 kilos qui transpire. Il y avait 5 petits Mexicains et ça glissait. Ça n'arrivait pas à soulever Depardieu. D'un coup, il a balancé ses bras comme ça et tu as les 5 Mexicains collés au mur, comme des moustiques, comme ça, tu vois. Et moi, je m'approche et je lui dis, « Gérard, tu vas te lever et venir avec moi dans ta cabine. » Et comme c'était la voix de son maître, c'est moi qui le dirigeais, tu vois, il arrive péniblement à se lever et je lui prends sa grosse pogne et je l'amène jusqu'au bungalow où il habitait avec Pierre. Et là, j'ai dit, on ne peut pas le monter au premier. Et je le mets dans la chambre de Pierre. Et il revient, lui, il est allé dîner quelque part, il revient avec la jeune femme qu'il appelait Amour. « Ça va, Amour ? Ça va, etc. » Et ils arrivent, et je lui dis, « Gérard,
est dans ta chambre parce qu'il est dans un état difficile et je ne pouvais pas le monter au premier. » Ah non, écoute. Et il lui dit, écoute, amour, méfie-toi, parce que là, s'il est dans un... Mais non, va lui casser la gueule, Pierre. Je les ai montés, crois-moi, au premier étage à toute vitesse. Et une dernière histoire de ce couple que j'aime beaucoup, c'est que quand ils étaient le matin au petit déjeuner, on arrivait un peu plus tard avec Gérard, ils bêtifiaient et on les regardait. Et ça donnait... Est-ce qu'elle veut de la tuture sur sa biscocotte ? Oh là là. Oh oui, elle veut de la tuture sur sa biscocotte. Comme ça. Et nous, on était fascinés, Gérard et moi. Et un jour, on arrive les premiers. Et naturellement, il entre dans le rôle tout de suite. Il me dit, est-ce qu'elle veut de la tuture sur sa biscocotte ? Et moi, j'ai dit, oh oui, je veux de la tuture sur... Et tout à coup, on les voit les deux, ils nous regardaient tous les deux. Ils étaient derrière nous, écoute. C'est génial. D'ailleurs, je crois que tu courais. Tu continuais de faire du sport pendant le tournage. Beaucoup. Parce que Gérard m'a raconté cette anecdote que j'ai trouvée géniale, concernant Francis, bien sûr, parce qu'évidemment, j'ai parlé de La Chèvre avec Gérard. J'ai eu la chance de partager un tournage avec lui. En fait, vous êtes hyper en forme. On était pendant une quinzaine de jours ensemble tous les jours, donc on a discuté de pas mal de choses. Je lui ai dit, j'ai adoré le tournage, j'ai adoré ce film, La Chèvre, c'est un de mes films cultes. Et donc Gérard me dit, écoute, moi, j'ai un souvenir qui est absolument dingue de fou rire avec Pierre Richard. Il dit, c'est un tournage où il a fait le plus chaud de notre vie, quoi. Il dit vraiment, on a eu des 40, 42, 43, 44 degrés. Il dit, on n'en pouvait plus de chaud sur ce tournage. Il me dit, quand je repense à La Chèvre, j'ai chaud encore aujourd'hui, quoi, tu vois, tellement on a eu chaud. Et il dit, ce fou de Francis, et parfois on était comme ça, on voyait le matin très tôt, alors le soir, quand le soleil se couchait, on voyait comme ça autour de notre bungalow, on voyait Francis courir comme ça. Ouais. Et il dit, avec Pierre, on était pleurer de rire, on se dit mais ce type est complètement fou, quoi, tu vois. Il fait suffisamment chaud pour aller se mettre un coup de chaud supplémentaire, tu vois ce que je veux dire. Sur La Chèvre, je crois pas que je l'ai raconté ça, j'avais pas de chauffeur au départ parce que j'étais pas pris au sérieux par le directeur de production. Et il dit tu partiras avec les comédiens, ce qui est complètement hors contrat, tu vois. D'accord. Alors je téléphone à Poiret qui était le patron de Gaumont en disant je comprends pas, j'ai pas de chauffeur. Il dit tout de suite vous allez avoir une voiture ou tu vas avoir une voiture et un chauffeur. Et arrive un personnage inouï. Il s'appelait Miguel et il avait toute sa fortune sur les deux bras, ses deux montres. Mais pas des montres exceptionnelles, tu vois, mais c'était sa fortune. Et une vieille voiture américaine. Et quand je montais dedans, il mettait l'air conditionné pendant 5 minutes, mais comme ça usait de l'essence, il le coupait. Et je me mettais, j'étais dans un sauna immédiatement, et je disais, Miguel, etc. J'essayais de dire un mot en mexicain. Et on arrive avec ce type qui était quasiment obèse. Bref, on arrive dans cet étrange hôtel qui était sur un lagon. Et Miguel descend sur la plage, entre dans l'eau, et brusquement, c'est Esther Williams. Mais c'était tellement beau à voir. Et je dis à Depardieu et à Pierre, mais c'est incroyable, tu as vu comme il nage ? Il ressort de l'eau, ça redevient un phoque, tu vois, un peu maladroit. C'est fou. Et je lui dis, mais Miguel, comment ça se fait que tu nages comme ça ? Il était dans les ballets nautiques d'Acapulco. Incroyable. Quand il était jeune, tu vois. Il avait été l'amant d'Ava Gardner, c'est ça ? Non, c'est pas ça. Non, c'était un des types de l'équipe. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait un des types de l'équipe, j'avais une équipe mexicaine complètement, qui s'appelait Apache, et qui était un type de 1m95, tu vois, extrêmement costaud, qui avait fait La Nuit de l'Iguane, avec Ava Gardner, le plus bel animal du monde, tu vois. Et Ava Gardner était tellement flemmarde qu'elle ne voulait pas aller de sa roulotte au plateau. Il y avait 50 mètres à faire. Et elle a dit, je qu'on me porte. Et on a chargé Apache de porter Ava Gardner. Ce qui fait que ce colosse, avait cette merveille dans les bras, comme ça, il marchait, il avançait, il se prend les pieds dans une pierre, il tombe sur Ava Gardner. Et il est devenu son amant pendant 3 semaines. C'est dingue. Et ça a été la légende du type. Et il a couché avec Ava Gardner. Hein, tout le monde se répétait ça. Il y a un truc qui est formidable, c'est la fin où tu parlais de personne n'est parfait, mais ce film arrive parfaitement là où il doit arriver, sur ce ponton. Et ce ponton qui craque, tu sais, la magie existe. Fantastique. Et l'œil de Depardieu, parce que là, c'est... Ouais, c'est le moment où Depardieu découvre que l'irrationnel existe. Ouais. Parce qu'en fait, moi, je définissais le film, c'est l'esprit de géométrie en face de l'esprit de finesse. C'est-à-dire, la finesse, c'était Pierre Richard, et la géométrie, c'est un type qui pensait que le monde est carré. Et il ne l'est pas. Ce qui fait que quand ils partent tous les deux,
il découvre que le doute existe. Ouais, c'est magnifique cette fin. Le doute, c'est ça aussi qui est fort dans le film, c'est que c'est pas seulement à la fin qu'il le découvre, c'est le dernier moment qu'il le rend certain du fait que... Voilà. Mais tout le film, il lui dit, quand il lui dit et pourquoi il n'y a que vous, que la vitre, pourquoi il n'y a qu'avec vous que la vitre ne marche pas, et pourquoi il n'y a qu'avec vous qu'il n'y a pas d'eau dans votre chambre, et pourquoi, tu vois ce que je veux dire, il lui dit quand même, il dit c'est quand même fou que ce type-là, il lui arrive que des galères constamment tout le temps, vrai, quoi, tu vois, c'est et vrai. c'est... Non, mais tu as raison que la conclusion, c'est le fait qu'il comprenne définitivement, c'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là, mais il l'a compris déjà depuis un moment dans le film. Ça En tout cas, il rentre- comprend qu'il y a déjà quelque chose qui ne va pas chez ce... Il y a une chose qu'il comprend dans le film, pendant tout le film, c'est que l'autre est exceptionnellement malchanceux. Oui. Mais quand il se rend compte qu'un malchanceux retrouve une malchanceuse et qu'ils partent ensemble, c'est là que son univers bascule. C'est vrai. Tu vois ? Mais c'est vrai on parlait de Clown Blanc et d'Auguste, avec Gérard, ce regard sur Pierre, c'est un génie, tu as Gérard. eu tout d'un coup ce que tu avais avec Ventura sur Brel dans L'Emmerdeur. Mais tu sais, Kev l'a fait tourner, y compris maintenant. Il reste génial. Il y a la présence, il y a la voix, tu vois. Il comprend à une vitesse folle, et puis il a une... il se regarde pas jouer. Et donc, quand il joue le truc, il y va à fond. Il y va en coup de boule, quoi. Tu vois, on parlait du coup de boule. Il y va en coup de boule. Et nous, sur notre film, c'est la même chose. Tu vois, là où beaucoup d'acteurs m'ont dit, plus âgés que Gérard, m'ont dit, ah non, je vais pas jouer un vieux. Il regardait pas ça, quoi, tu vois. Je sais qu'il a lu le scénario. Pour le coup, Gérard est quand même, dans ces dernières années, très, très penché sur... l'argent, pour être très honnête. Appelons un chat un chat. Ouais, non, mais c'est vrai, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et puis, je trouve que c'est pas non plus une tare, hein, tu vois. Et il a fait ce film pour très peu d'argent, puisque c'est un film qu'on a eu beaucoup de mal à financer. Il a compris. Et je lui ai dit... Il a compris que c'était un beau rôle. Ouais, je lui ai dit, je te remercie beaucoup. Il m'a dit, mais il n'y a pas à me dire merci. Il me dit, j'ai tout compris dans ce rôle. Il me dit, on célèbre les parents, les grands-parents des gens. Il avait compris ça à la première lecture du scénario. C'est un animal de cinéma, il comprend les choses très très vite. Je me rappelle qu'à un moment donné, tu m'as demandé, j'ai le choix entre Reynaud et Depardieu. Reynaud qui est dans le prochain. Oui. Qui est dans le 2, ouais. Tout à fait. Dans le 2. Donc tu auras eu les deux finalement. Finalement, ouais. Mais j'ai hésité, moi. Je me suis dit, Gérard était fantastique à mon époque, tu vois. Est-ce qu'il pourra faire le rôle ? Reynaud sera probablement moins riche dans le rôle. Parce que Jean, c'est pas Depardieu, c'est un formidable acteur, mais c'est pas Depardieu. Non, c'est autre chose, c'est une autre couleur, c'est une autre teinte. Couleur, oui. C'est un action man au départ. Moi, je suis qui a fan des nuancé deux. son rôle, oui. Et il est très bon. Mais tu as pris Depardieu et tu as eu grandement raison. Et tu nous as raconté une belle rencontre avec Jean-Paul Belmondo. Ouais, tout à fait. Ouais. Qui a lu le film et qui m'a convoqué, quoi. Et puis on a discuté pendant presque 3 heures du scénario dans un café, quelques semaines, quelques mois, j'allais dire, mais quelques semaines avant son départ, avant sa mort. Ça a été un moment bouleversant pour moi. Il m'a dit c'est un film formidable et il m'a dit j'aurais été ravi de le défendre. Il m'a dit mais j'ai plus les moyens ni les capacités de défendre ces longues tirades, puisque Depardieu a de longues tirades dans le film. Où il explique le sens de la vie, où il y a tout ce speech sur le parallèle entre la vie et la boxe, on prend des coups, on se relève constamment, etc. Et donc moi... je voulais tellement que Jean-Paul Belmondo fasse le rôle qu'à l'époque, je lui dis mais c'est pas grave, on va enlever des dialogues. Wow. Et puis il me répond ce truc-là, et puis c'est ça qui est formidable, c'est ce qui en fait d'ailleurs Jean-Paul Belmondo. Il me dit entre me choisir pour ton film et amoindrir ton film, tu devrais faire le choix de ne pas me choisir. Et il a raison, tu vois. C'est ça qui est... Si Jeff Domenech entendait ça, parce qu'il a été le bâton de vieillesse de Gérard. Jeff était là quand on s'est rencontrés pendant longtemps. À propos de très belles rencontres, merci mes ciné-buddies pour ce voyage dans un des joyaux de la filmo de Francis. Kev, merci je infiniment. me suis éclaté. D'ailleurs, j'ai fait un petit clin d'œil dans Maison de retraite 2 au cinéma de Francis. Et c'est fantastique puisque Jean était très très heureux de le faire. Je l'ai dit à Francis, mais il y a donc Jean Reno est le héros de Maison de retraite 2 et Gérard Depardieu est le héros de Maison de retraite 1. Et ils ont fait ensemble un film évidemment fantastique qui s'appelle Tais-toi. et donc il y a un moment donné où... je ne vous spoil pas le film, mais dans Maison de retraite 2, il y a un moment donné, comme dans le 1, où évidemment tout s'écroule, et dans le 1, c'est Gérard Depardieu qui fait finalement ce fameux speech pour rebooster mon personnage et lui dire, écoute, c'est quand on pense que tout est perdu que finalement les solutions arrivent. Bien, il y a une scène un petit peu similaire dans le 2, et donc on est dans un cimetière, et Jean Reno me dit, tu sais, je l'ai bien connu, moi, Lino, en parlant de Depardieu dans le 1. Il dit, on boxait ensemble à Montargis. Je l'ai connu, Lino.
On a tapé le sac ensemble à Montargis. Et donc, évidemment, il faut avoir la référence. Quentin de Montargis. Évidemment, exactement. Et c'est un petit clin d'œil au cinéma de Francis. Et d'ailleurs, Jean était très content de le faire. Il m'a dit, c'est génial, c'est fin, c'est vraiment pour les cinéphiles, pour ceux qui auront la référence, quoi. C'est beau. Ben, c'est en tout cas formidable d'avoir fait ça avec toi. Hein. Ah bah moi, j'adore. Je pourrais parler de cinéma avec vous pendant des heures et encore plus du cinéma de Francis. C'est jamais le jour de Kinopod, sauf aujourd'hui, car nous avons eu la chance de t'accueillir, Kev. Te voilà kinopodé. N'aie pas peur, c'est pas un gros mot. Et tu reviens quand tu veux dans l'émission pour parler d'un de tes films cette fois-ci. Bah avec grand plaisir, on peut parler de tous les films. Moi, franchement, je pourrais parler de cinéma pendant des heures. Peut-être de Maison de retraite 2. Avec plaisir, déjà, carrément. Ah ouais, le rendez-vous est pris. On se retrouve très vite pour un podcast grand écran. Quelles sont les formalités pour faire partie du podcast ? C'est simple, il suffit de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez Kinopod. Je fus Jean Weber pour Kinopod, le podcast qui va faire tous les bordels du Venezuela pour retrouver la petite Benz. Et maintenant, je pratique les arts martiaux, judo, aikido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Tu sais que cette réplique, Jean, pardonne-moi de te couper une dernière fois, est devenue culte. Tu sais qu'elle est sur TikTok maintenant. Ah ouais. Et alors les jeunes s'amusent à reprendre cette réplique. Je le dis parce que Francis ne le sait peut-être pas. C'est devenu une réplique tellement culte que la plupart mon petit frère qui a 16 ans, qui va en avoir 17 dans quelques mois, n'a pas vu La Chèvre. Je lui ai dit, il faut absolument que tu vois La Chèvre avec moi. Donc il me dit, bah écoute, pourquoi pas, oui bien sûr. Donc il s'assoit avec moi. Et puis dès le début du film, ils arrivent donc à l'aéroport et il lui dit, je pratique le judo, l'aïkido, le karaté et après le contrôle. Un type me traite d'abruti, je ne cogne pas. Je le regarde et je m'en vais. Eh ben tire-toi alors. Et l'autre, il dit, pauvre connard. Et mon frère a les yeux comme ça qui deviennent grands et il me dit, mais enfin, c'est un son TikTok. Ah, c'est formidable. Et je lui dis, ah bon? Et il me dit, ouais, bien sûr, tous mes potes ont déjà doublé ce son sur TikTok. C'est une trend qui est devenue... Prépare-toi à me dire pauvre connard, t'es prêt? Attends. Je pratique les arts martiaux, judo, aikido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type me traite de podcasteur, je ne cogne pas. Je le regarde et je m'en vais. Pauvre connard. Bravo. Je souffle, je réfléchis, je ne dis rien. Et il dit, PD. Quelle scène exceptionnelle. Et ça a été très difficile pour... il s'appelait comment? Martin, c'est ça, hein? Fortin. Michel Fortin. Ça a été très difficile pour Fortin parce que quand tu as des répliques qui se ressemblent... C'est vrai que c'est pas facile. C'est très difficile à apprendre. Mais il est génial, il vole la scène, il est fantastique. Il faisait l'entraîneur dans Coup de tête. Faut que tu vois ce film avec Patrick Devers. Et Métaoué, si tu as un moment, tu regardes ça parce que c'est vraiment, d'après mes enfants, ce qu'il a fait de mieux. Et puis ce qui clôture la scène et ce qui clôture finalement aussi ce podcast de manière merveilleuse, c'est quand l'autre s'en va et il dit Pardonnez-moi cette démonstration de force, mais j'ai horreur qu'on marche sur les pieds. Il est excellent, Pierre. C'est juste avant qu'il se prenne la porte dans la gueule. L'idée de s'envoyer la paille dans le nez, c'est lui. Ah ouais, il le fait bien. C'est très difficile à faire. Hein. Ouais. Il le fait tellement comme bien. Ça, il attrape son truc et paf, il s'envoie la paille dans le nez. C'est très dur à faire, effectivement. Ouais. Bah, enfin, bravo. Écoute, maintenant, je peux dire ce que je pense. Je suis ravi d'avoir fait ce podcast-là, tu vois. Bah, moi aussi, c'était génial, vraiment d'avoir. Parce que c'est... Vous avoir tous les deux comme ça, c'est un bonheur, tu vois. Un vrai plaisir, un vrai plaisir. Bravo les gars, continuez. Travaillez ensemble surtout parce que... Bah, j'adorerais, moi j'attends ça avec impatience. Je suis en train d'écrire. Mais maintenant, tu sais, à l'âge que j'ai, tu vois, ce que je fais, c'est j'écris comme on fait des gammes pour garder mes neurones, tu sais. Je fais de la machine à ramer pour éventuellement pas devenir un vieillard chenu, tu sais. Mais t'es en pleine forme, je suis sûr que le plateau te manque, j'en suis sûr et certain. Je vais voir, en tout cas, là, je termine. Plateau de fruits de mer, ce soir. Quelques huîtres. Bien, en tout cas, c'était un plaisir. Hein. Formidable, ouais. Merci. Ouais. Bah, Kev, toi, tu vas repartir. C'est-à-dire, tu vas repartir dans le film. Bah, il est en plein boulot. C'est vraiment merci beaucoup d'être venu en plein tournage, parce que d'abord, tu es en pleine forme pour quelqu'un qui est en plein tournage. Moi, j'étais lamentable quand je tournais. Non, mais je m'éclate. Moi, c'est pour ça, d'ailleurs, que je me permets de dire, je pense que ça lui manque, c'est que je trouve que dans le plateau de cinéma, on trouve une énergie et une force qui est incroyable. Bien sûr que c'est crevant, bien sûr que c'est des moments et toujours un peu... Et tu fais du sport en plus, comme Francis. À part, je cours. C'est fantastique. À Los Angeles, il arrive quasiment en courant de chez lui. Ouais, ça se voit, ouais.
J'adore Bravo. courir. Je trouve qu'on trouve des choses, justement. Marathon Man. Quand t'écris et que tu trouves pas parfois, tu sais, Ouais. tu vas courir comme ça, 7-8 km. Donc t'écoutes pas de musique, t'écoutes pas de mes podcasts, tu cours. Ça m'arrive d'écouter de la musique ou des podcasts, Ouais. mais alors maintenant, je On me suis trouve même des mis. trucs en courant, t'as raison. Je me suis même mis maintenant un écran devant mon tapis de course pour pouvoir regarder des films pendant que je cours. tu vois. C'est cool. Et donc, c'est vrai que quand on court sans rien, ni musique, ni rien, etc., Ouais. tu trouves des idées en fait. Il y a T'es autre seul chose, avec toi-même. il y a autre chose que disait Buñuel, que j'ai déjà dit ici d'ailleurs. C'est Buñuel travaillait à Carrière, tu sais. Et quand il se heurtait à une scène qu'il n'arrivait pas à résoudre, Buñuel lui disait, bon, on va aller se coucher et on va laisser travailler l'ouvrier invisible. Et quand il se réveillait le lendemain matin, ils étaient surpris d'avoir la solution. Comme s'il y avait effectivement un ouvrier invisible pendant qu'il dormait. C'est dingue. C'est J'aime beaucoup cette une phrase. belle expression, ouais. Ouais. Écoutez, je crois que personne n'a envie de quitter ce podcast. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça continue, ouais.